Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour la dernière de la journée. Je parle vite, donc je vais essayer de pondérer le rythme, surtout vu que c'est la fin de la journée. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui savent qu'est-ce qu'il y a sur cette disquette? Probablement certains, c'est le code source du vers Maurice qui est sorti en 1988 et qui utilisait donc des vulnérabilités dans Finger et des listes de mots de passe prédéfinis pour se propager. Je croyais que c'était le premier vers de l'histoire, mais en fait, il y en a un 17 ans plus tôt qui s'appelle Reaper, qui était carrément fait pour se propager sur ARPANET. Voilà, c'est quelques années avant ma naissance aussi, donc je ne connais pas particulièrement, mais ça affichait notamment ça sur l'écran avant de se propager avec différentes choses. Bon, plus récemment, il y a eu des vers plus connus, WannaCry, NotPetya, qui sont souvent appelés des crypto-worms, des rançons-vers en français, j'imagine. Donc WannaCry qui est un rançongiciel et NotPetya qui est un wiper, un saboteur déguisé en tant que rançongiciel, voilà, qui utilise une vulnérabilité dans SMBv1 pour se propager à l'aide d'un exploit qui s'appelle Eternal Blue et qui nous a été gentiment fuité par nos amis états-uniens. Voilà. Donc notamment. Voilà, donc le but aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu ça en 2025 et notamment dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement de NPM. Parce que c'est une année très intéressante pour NPM. Ça fait quelques années que je bosse sur ce genre de sujet et 2025, c'était assez fou par rapport à 2023 où on était encore content quand on voyait un paquet malveillant. En tout cas, de mon cas. Et puis on va regarder donc à la fois le ver Shai Hulud, un autre ver qui a juste quelques semaines qui s'appelle Sandworm, les attaques aussi sur les mainteneurs de paquets NPM en termes de phishing, et puis des bonnes pratiques. Et à la fin, donc j'aurai un lien avec une checklist et puis une page HTML ou PDF que vous pouvez prendre avec tous les slides et toutes les références. Donc, ça n'a pas besoin de prendre de photos. Donc, je m'appelle Christophe, je suis français, j'habite en Suisse, donc j'ai encore un petit accent suisse, donc si je dis 70 ou 90, il faudra me pardonner. Mais donc, je travaille à Datadog dans l'équipe de recherche en sécurité et je suis concentré principalement sur la sécurité du cloud, de l'open source et de la chaîne d'approvisionnement. Donc, en premier, NPM. Alors, pareil, je croyais que NPM, ça voulait dire Node Package Manager. En fait, ça veut dire NPM is not an acronym. C'est un acronyme récursif que, honnêtement, j'ai pas compris. Mais voilà, c'est la définition officielle. Si vous regardez sur le site d'NPM, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est quasiment 4 millions de paquets, 137 milliards de téléchargements la semaine passée, 500 milliards en un mois. Et il y a des dépendances connues, genre React, qui ont quasiment 90 millions de téléchargements chaque semaine. Donc, c'est vraiment une cible privilégiée pour un attaquant parce que de compromettre une chose là-bas, ça peut avoir un impact fou. Alors, NPM, ça date de 2010. Le premier paquet malveillant en 2017. J'ai un peu du mal à croire que ça ait mis 7 ans à ce que quelqu'un ait mis du malware là-dessus. Mais c'est le premier, en tout cas, qui a été connu assez largement. Donc, c'était du typo squatting. Hein, c'était cross-env tout attaché, alors que le vrai paquet s'appelle cross-env. Et ça exfiltrait juste vos variables d'environnement vers un serveur distant. En chiffres, en termes de malware, ok, il y a 142 000 malwares, en tout cas sur NPM. Alors, ça inclut des paquets qui ont été supprimés. C'est le chiffre de opensourcemalware.com. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, nous aussi, chez Datadog, on en cherche pas mal et on en trouve. On a sorti un dataset qui met en source ouverte tous les paquets qu'on trouve et qu'on regarde à la main. Donc, il y en aura moins que 142 000 parce qu'on les regarde tous ça à la main. Et donc, il y en a pour NPM, PyPI, des extensions IDE et des skills IA. Donc, si vous êtes étudiant, chercheur, que vous voulez faire un petit peu de machine learning sur ce genre de choses, c'est le but. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, on revient au mainteneur sur NPM. C'est une cible privilégiée. Pourquoi? Parce qu'on va voir, mais si on zoome un petit peu et qu'on regarde comment un paquet NPM typiquement est publié, donc on va voir qu'il y a pas mal d'attaques vecteurs, de vecteurs d'attaque, pardon. Et nous, on va se concentrer sur ceux qui sont vraiment à droite. Ça, c'est juste pour montrer que ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est juste un des éléments de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, chacune de ces étapes, là, vous allez avoir du code source qui va être construit par une pipeline de CI, qui va produire un artefact, un zip par exemple, qui va être stocké quelque part sur NPM.
Et donc, on a des exemples d'attaques à tous ces stades-là. Par exemple, pull code source, ben, si vous avez une pull request malveillante, une dépendance malveillante, ça va être inclus dans votre code. La pipeline de CI, vous pouvez aussi avoir une dépendance malveillante dedans, de l'injection de code, l'artefact, voilà, donc différentes choses. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ça, mais encore une fois, il y a des exemples réels pour tout ça. Il ne faut pas négliger le reste, mais on ne peut pas tout faire. Alors, pourquoi cibler les mainteneurs? En fait, c'est facile. Vous allez sur registry.npmjs.org slash n'importe quel paquet, puis vous avez le mail des contributeurs. Donc, c'est facile de leur envoyer des emails de phishing, d'automatiser ça, et puis de rendre ça plus réaliste, parce qu'on peut dire, ah, votre paquet qui s'appelle Express 0.14.0 a un souci, voilà. Donc ça déjà, et puis le fait que si vous ciblez tous les développeurs du top 1000 ou top 10 000 NPM, forcément, si vous avez un succès même de 1 sur 1000, ça va avoir un impact assez fou. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc 2025, j'ai mis quelques exemples, mais en gros, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu beaucoup d'attaques par phishing en 2025, spécifiquement contre des mainteneurs NPM, beaucoup plus que par les années précédentes. Dans le passé, je ne crois pas qu'on en connaisse beaucoup, voire du tout, qui ont été connus en tout cas, alors que 2025, il y en a eu vraiment beaucoup, avec beaucoup de noms de domaines, de mainteneurs compromis, ce genre de choses. Donc, je vais montrer juste quelques exemples à quoi ça ressemble. Des domaines qui sont utilisés, donc on a du npmjs, tout ce qu'on veut, .work, .online, .wtf, npnjs.com. Donc là, vous voyez, c'est un mail qui a été envoyé à un mainteneur où on voit que le lien, c'est npnjs.com à la place de npm. Donc c'est facile de se tromper. Et ce qui est intéressant à propos de ces campagnes de phishing, c'est qu'elles font quasiment toutes du relais de code 2FA. Donc, le terme pour ça, c'est adversary in the middle. Donc, en gros, vous allez rentrer votre mot de passe, votre identifiant 2FA. Et puis, en fait, le site de phishing va juste faire un proxy transparent. Donc, il va juste faire passer les requêtes au site réel et puis vous redonner la réponse. Sauf qu'au passage, du coup, il peut vous voler le cookie de session. Pardon. Ce qui veut dire que même si vous avez de l'authentification à deux facteurs entre guillemets faible, donc avec un SMS ou dans le cas de NPM, c'est des jetons qui tournent toutes les minutes, et le site de phishing peut quand même compromettre le compte. Ça, c'est un exemple d'un mainteneur qui s'appelle Kix, QIX, qui s'est fait compromettre par une campagne de phishing. Et on voit vraiment, c'est assez cow-boy. Il y a quelqu'un sur Blue Sky qui lui dit Hello, tu as ton compte NPM qui a été compromis et il y a des backdoors dans tes packages. Et lui qui dit voilà, désolé, c'était un phishing, j'ai pas fait attention, ça arrive. Dans ce cas-là, c'est intéressant parce que si on cumule toutes les dépendances que ce mainteneur avait qui ont été backdoorées, on a plus de 2 milliards de téléchargements par semaine. Alors, ça a été compromis pendant quelques heures, mais si on fait une règle de 3, ça reste pas rien. On a d'autres cas qui sont aussi plus ciblés. Donc ça, c'est le cas de XRP Ledger. C'est une librairie NPM qui permet de faire des choses de crypto-monnaie. Et on voit que c'est un employé qui s'est fait compromettre aussi et que la charge malveillante qui a été déployée après, c'est quelque chose de spécifique pour cette attaque, donc qui va voler la clé privée XRPL que l'utilisateur a. Donc tout ça, ça montre un petit peu qu'il y a eu pas mal de types d'attaques de phishing. On a aussi DuckDB qui est une base de données assez populaire, qui a eu aussi 4 de ses paquets compromis après que quelqu'un ait reçu ce mail de phishing. Donc tout ça, ça montre vraiment le fait que le plan d'action globalement, et c'est un peu ce qui ressort de tous ces cas, c'est que on compromet un compte en tant qu'attaquant, on va créer un nouveau token NPM pour pouvoir garder un accès au compte, même si, par exemple, la personne révoque son propre token et qu'elle ne fait pas trop attention. On va publier une nouvelle version du paquet avec une porte dérobée et on va attendre que la nouvelle version malveillante se fasse installer par toutes les personnes qui s'en servent. Ça, c'est facilité. Donc, la propagation, c'est facilité par Semver. Donc, quand vous utilisez un paquet, typiquement, vous allez faire le signe comme ça d'accent circonflexe 3.10.0, ça veut dire je veux la 3.10.x. Vous allez rarement dire je veux la 3.10.5 spécifiquement. Donc, ce qui se passe, c'est que si la 3.10.2 est légitime et que la 3.10.3 est malveillante, au prochain npm install que vous faites, vous n'aurez rien changé dans votre package.json, mais vous n'allez pas avoir le même paquet. Et donc, ça fait une propagation qui peut être très rapide. Deux autres choses pour montrer que les mainteneurs sont une cible assez privilégiée. Alors ça, c'est une capture d'écran d'un de mes collègues, d'un de mon collègue Zach Allen, qui l'a présenté à RSA il y a quelques mois. C'est sur un forum de hackers.
où il y a des gens qui disent, voilà, on est en train de travailler pour compromettre des paquets NPM. En général, ça nous prend ça nous prend à peu près une semaine pour le faire. Et une fois qu'on a l'accès, la backdoor, souvent, elle reste entre une et puis 3 semaines. Donc, ça montre juste que c'est des personnes qui font ça de manière réfléchie et pas forcément que opportuniste. Ça, c'est un autre slide de mes collègues à RSA qui montre qu'ils sont allés voir sur des sites de credentials compromis pour voir spécifiquement combien de personnes avaient des identifiants et des mots de passe volés pour NPM et PyPI. Et ils ont corrélé ça avec le top 1000 ou 10 000 des paquets NPM et PyPI pour voir combien de mainteneurs très populaires avaient des informations fuitées qui permettraient en fait à un attaquant de juste acheter leur mot de passe et puis d'aller sur leur compte NPM par exemple. Et puis suite à ça, ils ont signalé tous les comptes à NPM pour que ce soit fermé. Mais c'est pour montrer un peu la mentalité d'un attaquant, c'est que si on veut des credentials, ben, on peut aller chercher sur des marketplaces et même si ça ne marche pas à tous les coups, si on répète ça assez de fois, ça va finir par marcher s'il n'y a pas d'identification forte. Voilà, donc ça c'est pour la compromission un peu standard de paquets NPM par du phishing, ce qui n'est pas extrêmement excitant, mais c'est quand même quelque chose de nouveau pour 2025 et donc on va sûrement voir encore en 2026. Maintenant, les vers NPM, alors un ver, hein, c'est un type de virus qui va infecter une machine et se propager automatiquement avec un vecteur de propagation qui peut être l'exploitation d'une vulnérabilité ou de se connecter en SSH, etc. Mais ce qui compte, c'est qu'un vers, ça a toujours un vecteur de propagation. Donc là, on va en voir quatre, mais qui sont en fait vraiment deux. C'est le vers Shai-Hulud et le vers Sandworm, qui a juste quelques semaines. Je suis curieux, qui est-ce qui a déjà entendu parler de Shai-Hulud et qui ne sait pas du tout ce que c'est? Dis donc. Auditoire. Ok. Pardon? Ah d'accord, et il vient d'en parler, ok. C'est de la triche, ok. Alors, donc ce qu'on va voir, c'est un petit peu, on va pas faire tous les détails parce qu'il y en a beaucoup. À la fin, j'ai fait une petite page que je vous donnerai après si vous voulez voir en détail toutes les différences, mais on va devoir se concentrer sur les choses clés. Donc Shai-Hulud 1.0 à septembre 2025, il y a quelques mois, ça se propage automatiquement par NPM. On va voir comment. Ça vise les secrets qu'il y a sur votre machine ou sur votre pipeline de CI. Et ça fait une exfiltration assez grossière, en tout cas bruyante et visible, qu'on va voir aussi. Donc ça, c'est l'exemple d'un package qui s'est fait compromettre, CTRL Tinycolor, qui est un package très, très populaire. Donc on voit que le vecteur d'exécution, c'est un script de post-installation, comme très souvent sur NPM, qui va exécuter ce script bundle.js dès que vous faites un npm install. Ensuite, ce que va faire le ver ici, c'est trois choses d'abord. Il va lancer TruffleHog sur votre machine. TruffleHog, c'est un outil open source légitime qui permet de scanner des secrets. Donc, en gros, là, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche tous les secrets sur votre machine. Forcément, sur la machine d'un développeur, ça marche très bien. Ensuite, il va prendre les variables d'environnement, les identifiants cloud qu'il trouve sur la machine. Il va mettre tout ça dans un gros fichier JSON. Et puis là, il faut bien que ça revienne vers l'attaquant. Donc là, c'est le moment de l'exfiltration. Souvent, ça se faisait avec des requêtes HTTP ou ce genre de choses. Là, c'est assez innovant. Ça va utiliser votre token GitHub pour créer un dépôt public sur GitHub avec les données volées dedans. Voilà. Donc ça veut dire que vous faites infecter votre machine, vous vous réveillez le jour d'après, vous avez un dépôt public avec tous vos mots de passe dedans, ce qui est assez cocasse et assez bruyant. Ce qui fait aussi que si vous cherchiez à l'époque où ça s'est passé tous les dépôts qui avaient un nom et une description particulière, vous trouvez des centaines de dépôts avec des mots de passe dedans qui sont valides. L'autre chose que ça fait, c'est que ça va regarder tous vos dépôts privés et ça va dire, bon, ça c'est privé, je vais le renommer et je vais le rendre public. Donc voilà, ça rajoute un suffixe à la fin, puis ça va rendre le dépôt public. Donc pareil, non seulement vous avez un dépôt public avec vos identifiants dedans, mais en plus tous vos dépôts privés, ils sont passés publics. Et ça encore, si on regardait à l'époque, en septembre, tous les dépôts qui ont été renommés et rendus publics, on en voit un grand nombre d'un coup, tout en même temps, ce qui montre un peu que l'infection se propageait. En parlant de propagation, justement, alors là, le vecteur de propagation, c'est à la fois simple et très puissant. C'est une fois que vous avez une machine infectée, ça va chercher un token NPM sur votre machine, s'authentifier à NPM, appeler l'API pour aller voir tous les paquets que vous maintenez, donc tous les paquets pour lesquels vous êtes un mainteneur, pardon. Et puis, ça va juste insérer la backdoor, la charge malveillante dedans. Donc, ça va rajouter le script de post-installation, ça va rajouter le fichier bundle.js,
et ça va pousser une nouvelle version du paquet en utilisant ces commandes, donc npm version patch et npm publish. Donc, ce qui fait que si vous mainteniez 10 paquets npm, bah, ils sont d'un coup tous backdoorés. Alors, l'impact de ça, c'était à peu près 500 paquets npm compromis, dont certains qui étaient assez populaires. Il y en a un qui avait plusieurs millions d'installations par semaine. Donc, sur la fenêtre de compromission, c'est moins, mais ça reste notable. Et puis, globalement, quand même une impression de chaos, parce que là, on voit ça comme un point dans le temps. Mais en fait, au moment où on répond à ça, c'est une situation qui se développe. Donc, on a un paquet compromis, puis 2, puis 10, puis 50, puis il y a 5 boîtes de sécurité qui parlent de ça. Et donc, personne n'a de liste de paquets compromis. Et donc, ça fait pas mal de confusion sur le moment, surtout quand c'est couplé avec des dépôts GitHub partout. Donc, ça veut dire qu'il y avait tout le monde qui était en train d'essayer de cloner tous les dépôts GitHub pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc, voilà, globalement, un peu le chaos, mais aussi beaucoup d'apprentissage pour les gens qui ont répondu à ça. La version 2, assez similaire. Donc là, on est en novembre. Il y a des fonctionnalités de vol de secrets. Donc, ils ont rajouté des choses pour voler des secrets spécifiquement dans AWS, dans Google Cloud, dans Azure Key Vault, et aussi cibler les cookies de navigateurs, donc les bases de données SQLite qu'il y a sur les machines des gens. Il y a une nouvelle méthode d'exfiltration qu'on va voir, et il y a un vecteur de persistance qui est assez intéressant aussi. Donc globalement, voilà, même code base avec des fonctionnalités en plus et des changements, mais c'est clairement le même vers. Donc pour l'exfiltration, assez similaire, ils vont utiliser un nom aléatoire de dépôt Git et ils vont mettre dedans tous les trucs qu'ils ont trouvés qu'ils veulent exfiltrer. Donc dans cloud.json, il y a les identifiants cloud. Dans contents.json, il y a, je sais plus, d'autres secrets. Et dans environment, il y a les variables d'environnement. Et vous voyez à droite la description qui a changé aussi, Shai Hulud, the second coming, ce qui permet à l'attaquant de chercher tous les dépôts qui ont cette description et de les récupérer de l'autre côté. Il y a un truc qui est très intéressant et que on en tant que communauté, n'a pas vu tout de suite, c'est que l'attaquant a dû se rendre compte pour la première campagne que s'il n'y avait pas de token GitHub sur votre machine, l'exfiltration ne marchait pas. C'est dommage. Donc il s'est dit, s'il n'y a pas de token, on va aller chercher les autres dépôts qui correspondent aux identifiants fuités des autres victimes. On va en prendre une au bol, prendre son token GitHub et on va utiliser ça pour exfiltrer la donnée. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas de token GitHub et que vous vous faites infecter, en fait, vos identifiants, vos secrets, ils se font uploader sur GitHub sous le nom d'utilisateur de quelqu'un d'autre, ce qui est un vecteur d'exfiltration assez intéressant et assez perturbant aussi. Si vous vous réveillez, vous êtes infecté et vous avez 50 ou 100 ou 200 dépôts qui ont été créés sous votre nom d'utilisateur avec des identifiants qui ne sont pas à vous. Voilà. Vecteur de persistance assez intéressant aussi. Donc ça utilise ce qui s'appelle les self-hosted runners sur GitHub. En gros, c'est quand vous lancez des actions sur GitHub, ça va par défaut utiliser leur infrastructure, mais vous pouvez dire j'amène ma propre machine et je lance le CI dessus. En fait, là, ce que ça fait, ce code, c'est que ça enrôle votre machine comme machine pour le CI GitHub. Et dans cette GitHub Action qui est mise dans le dépôt GitHub, en fait, c'est une backdoor, ce qui fait que l'attaquant peut créer une discussion GitHub qui a ce titre, ou un titre avec un dollar et une variable dedans, et que ça va exécuter ça sur votre machine à distance. Donc, c'est une manière de faire du command and control dynamique sur GitHub sans passer par un service tiers. Voilà. Dans ce cas-là, ça n'a pas été exploité. Ça veut dire que la campagne a été coupée avant que l'attaquant puisse faire ça. Mais c'est un moyen intéressant de faire ça. Alors, la grande question, surtout quand on bosse dans une équipe de recherche et qu'en même temps on essaye d'aider une équipe de réponse à incident, par exemple, c'est quoi l'impact? Est-ce que c'est une personne qui se fait compromettre? Est-ce que c'est un paquet, 50, 10? Voilà. Donc, une des sources de données qui est intéressante, pas parfaite, mais qui est intéressante, c'est GH Archive. C'est un projet qui va scraper tous les événements GitHub publics en continu et qui les rend disponibles dans des JSON ou dans un Bigtable sur Google Cloud. Et du coup, ça permet d'aller voir dans ce cas-là combien il y a de dépôts avec tel nom ou telle description qui sont créés au fur et à mesure du temps. Et donc, dans ce cas-là, on peut retracer un petit peu la timeline de la campagne. On voit que ça a commencé le 24 novembre, très tôt le matin, qu'il y a eu un pic d'infection, enfin un pic d'exfiltration plutôt, et qu'après, au fur et à mesure que les mainteneurs, NPM et GitHub ont commencé à fermer, enfin à bloquer tout ça, c'est redescendu, et puis qu'il y a une long tail qui s'est terminée plus loin. Donc voilà. Il y a un truc à savoir par contre, c'est qu'il y a environ jusqu'à 50% des événements qui sont
qui ne sont pas forcément dans GitHub Archive, dépendant du temps. Donc, c'est bien pour avoir des trends, des motifs, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser comme source de données fiable. L'impact, là aussi, c'est 700 paquets compromis, un peu plus. On a une liste en ressources à la fin. Et toujours pareil, un peu du chaos parce que on voit arriver quelque chose qui revient du passé et qui a un vecteur d'exfiltration un peu différent. Et donc, il faut se replonger dedans. Il y a toujours le même problème, c'est que vous avez une liste de paquets compromis qui grandit au fur et à mesure. C'est très compliqué de répondre à quelque chose qui est en train de changer en même temps que vous y répondez. Voilà. La dernière version, alors c'était disons une mauvaise surprise des vacances de Noël, où on était tous en vacances et puis on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui ressort. Globalement, c'est la même base de code, mais des changements très mineurs. Donc c'est vraiment des bugs fixes. Les changements, là, vous voyez, c'est le changement de la description du dépôt d'exfiltration qui change. Et donc globalement, c'est un petit peu une itération suivante, mais qui n'a pas été vraiment déployée. Elle est présente dans un paquet, celui-là, Vietmoney React Big Calendar. A priori, c'est inactif, c'est juste une itération d'après. Et on ne sait pas si ça va être, si un jour quelqu'un va le poser quelque part et que ça va faire son chemin, ou si c'est juste une version de test que quelqu'un a reprise. Voilà. Un autre maintenant, hop, voilà. Un autre maintenant que j'ai découvert, enfin qu'on a découvert il y a quelques semaines. Quand je dis on, c'est pas moi, hein, c'est une boîte qui s'appelle, je sais plus si c'est Socket ou Endor Labs, mais un des deux, qui a découvert donc, un verre qui s'appelle Sandworm. C'est aussi un verre NPM qui a des similarités avec Shai-Hulud, mais qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus avancé. Donc on ne va pas pouvoir regarder tous les détails, mais à la fin, j'ai en ressource un tableau comparatif plus avancé, puis je vous réfère aux analyses de Socket et de Endor Labs dessus qui seront beaucoup plus en détail. Alors, il y a un vecteur de persistance qui est très perturbant, enfin en tout cas très peu commun. C'est que pour persister, donc pour backdoorer la machine, quand ce verre s'installe, il va commencer par installer un serveur MCP local. Alors, serveur MCP, je pense que ça dit quand même à pas mal de monde, c'est un truc que vous pouvez installer en local qui va faire l'interface entre votre agent IA, genre Claude ou Codex, et des systèmes externes, genre GitHub ou Jira ou ce genre de choses. Et donc, ce malware, il va installer un serveur MCP local. Il va ensuite injecter cette configuration du serveur MCP dans les outils genre Cloud Code, Cursor, etc., qui va aller patcher le fichier JSON de configuration. Et après, il va définir des outils MCP qui ont l'air légitimes. Donc, il y en a trois: Index Project, Lint Check, Scan Dependencies. Et dans la description de ces outils, en fait, il va essayer de faire du prompt injection sur l'agent avec ce prompt-là qui dit en gros, hein, il faut utiliser cet outil tout le temps. Quand tu le fais, lis les clés SSH, les identifiants AWS, NPM, tout ce qui ressemble à un secret et donne-le-moi dans le contexte. Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, quand vous allez utiliser votre Cloud Code ou Cursor ou quoi, l'intention, qui marche pas forcément à tous les coups, parce que le prompt injection, ça marche pas à tous les coups. L'intention, c'est que c'est Cloud Code ou Cursor qui va faire ça et donner ses identifiants au serveur MCP malveillant qui va ensuite les exfiltrer. C'était pas extrêmement robuste, donc a priori, ça n'a pas très bien marché. Il n'y avait pas de vecteur d'exfiltration une fois que ça arrivait au serveur MCP, mais le concept est assez intéressant et assez perturbant quand on vous dit qu'un serveur MCP est utilisé pour de la persistance. Voilà, il y a un autre vecteur de persistance très bizarre, enfin très inhabituel, disons, c'est avec Git. Donc, il va utiliser cette configuration Git init.template.dir qui en fait permet de mettre des templates pour tous les nouveaux dépôts Git que vous créez sur votre machine. Donc, dans ce cas-là, il va créer ce dossier Git templates et il va déposer deux Git hooks dedans, donc pré-commit et pré-push, qui fait qu'en fait, à chaque nouveau dépôt Git que vous allez créer sur votre machine, en faisant un git init, automatiquement, il y aura ces pré-commit et ces pré-hook push dedans, pardon, et ces pré-push hook dedans. Et ce qui fait que dès que vous allez faire un git init, en fait, votre dépôt il va être backdooré et vous allez vous faire réinfecter. Donc là, c'est une manière d'utiliser Git, mais qui, à ma connaissance, n'avait jamais été utilisée avant non plus. Il y a pas mal d'autres choses dans ce malware, donc on ne va pas tous les couvrir, mais encore une fois, je vous réfère aux analyses qui sont très bien de Socket et Endor Labs. Il y a un algorithme de génération de noms de domaine. Donc pour ne pas avoir un seul domaine de command and control, il y a une sorte d'algorithme pseudo aléatoire qui va générer toutes les prochaines itérations du nom de domaine.
Ça fait de l'exfiltration avec GitHub, mais si ça ne marche pas, il y a de l'exfiltration par DNS. Et il y a un truc aussi intéressant c'est une fonctionnalité du malware, mais qui n'est pas activée dans ce qui a été trouvé. C'est qu'il a la capacité d'appeler en local un LLM à travers Olama et de faire de la mutation de son propre code. Ça veut dire que dans le malware, il y a une capacité qui dit je vais appeler Olama pour changer mon propre code, renommer telle fonction, changer telle variable, et après me réexécuter. Ce qui est un pattern assez intéressant qu'on verra peut-être du coup dans le futur. Voilà, donc les points communs, globalement, c'est assez facile. Il y a plus de différences que de points communs, mais en gros, toutes ces choses-là, c'est de l'autopropagation par NPM, donc qui peut aller très vite. Et puis, ça cible les secrets. Donc, c'est vraiment les cibles, c'est les développeurs et les pipelines CI qui sont ciblés et les secrets qu'il y a dedans. En termes de remédiation, du coup, j'ai un peu séparé ça en deux options. Pour les gens qui maintiennent des paquets NPM, qui ont du coup un profil de risque un peu plus élevé, même si les bonnes pratiques s'appliquent pour tout le monde. Et puis pour les gens qui en consomment, en général, il y a deux types de personnes, les gens qui utilisent NPM et les gens qui utilisent NPM mais qui ne le savent pas. Parce que typiquement, les outils comme Cloud Code et tout ça, en fait, c'est tout déployé par NPM. Donc même si vous n'écrivez pas de code JavaScript, très souvent, vous avez quand même des paquets NPM. Donc le premier truc à faire, c'est d'activer le 2FA. Je sais que c'est bateau comme recommandation, mais le point ici, c'est qu'il faut utiliser quelque chose qui est résistant au phishing. Les YubiKey, les Touch ID, tout ce genre de choses, qui sont résistantes au phishing par design, parce que quand vous allez toucher votre YubiKey sur un site, la réponse au challenge cryptographique que ça envoie, ça inclut le nom d'hôte du site dans la réponse. Donc en gros, sur un site de phishing, si vous tapez même 50 fois sur votre clé, ça va pas marcher. Et si vous n'avez pas ça, en fait, n'importe quel site peut ficher votre code de 2FA. Donc, c'est important de faire ça spécifiquement. L'autre chose, c'est d'utiliser le Trusted Publishing avec NPM. Donc, la manière dont ça marche, c'est quand vous allez déployer votre paquet, souvent, ça passe par une pipeline de CI, GitHub Actions, GitLab CI, Circle CI, etc. Et dans tous les cas, la plateforme vous donne un JSON Web Token qui va attester de l'identité de la pipeline qui tourne. Donc, j'atteste que c'est la pipeline ABC sur telle branche dans tel dépôt. Et en fait, NPM a ajouté une API pour dire où vous pouvez échanger cette identité pour un token NPM à courte durée de vie qui permet juste de faire une chose, c'est d'uploader le code pour tel paquet. Donc l'impact, c'est que vous n'avez pas à avoir de NPM token qui traîne dans les secrets de la CI, dans des variables d'environnement, et que tous les jetons qui sont dans la pipeline, c'est à courte durée de vie. Donc si ça arrive dans un log ou ce genre de choses, ben c'est beaucoup moins grave et les permissions sont très restreintes. Et c'est très facile à utiliser. Donc, par exemple, dans GitHub Actions, à partir du moment où vous avez cette permission ID token write, et ben ça va faire comme ça. Et donc, il faut juste que vous l'autorisiez sur le côté NPM pour que ça marche tout seul. Ensuite, pour le côté utilisateur, alors il y a un truc qui marche bien, c'est globalement d'essayer de faire en sorte que quand vous utilisez NPM ou un autre gestionnaire de paquets comme PNPM, vous ayez un paramètre qui dit je fais les mises à jour en suivant la convention SEMVer, mais pas tout de suite. Donc, je vais attendre au moins 1 jour, 2 jours, 3 jours quand il y a une nouvelle version. L'idée étant que quand il y a un paquet qui se fait compromettre, souvent au bout de 2-3 jours, enfin même 2-3 heures ou quelques jours, il y a quelqu'un qui s'en rend compte et puis le paquet malveillant se fait enlever. Et donc, si vous n'avez pas ce délai, vous allez vous faire peut-être infecter avant que le paquet soit enlevé. Il y a une stat qu'on a trouvée en regardant un grand nombre de cas, c'est qu'il y a à peu près 50% des organisations qui utilisent NPM qui utilisent des dépendances qui sont sorties le jour même. Donc on comprend mieux pourquoi un verre comme ça se propage très vite. S'il y a des NPM install de partout sans protection, bah voilà, forcément. Donc la recommandation, c'est d'utiliser ça. Ça marche pour aussi Dependabot et Renovate et tous les systèmes qui vous font des mises à jour automatiquement avec des pull requests. On a aussi un outil open source et gratuit qui s'appelle Supply Chain Firewall. C'est globalement très simple. C'est un wrapper autour de NPM et PyPI. Et en gros, ça va vérifier à chaque installation si c'est un paquet connu pour être malveillant. Si oui, ça le bloque. Et sinon, ça transfère juste l'exécution à NPM. Donc, c'est très simple. Là, vous faites. Alors, en général, ça se fait avec un alias, mais là, c'est avec la commande pip install. Donc, vous voyez que là, c'est pas un paquet malveillant. Donc, ça fait juste rien. Et si vous utilisez un paquet malveillant, là, c'est passports.js. C'est un paquet typo squatté. Ça va voir que c'est quelque chose de malveillant et ça va le bloquer.
Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à déployer. Il n'y a pas beaucoup de friction. Chez Datadog, on a déployé ça chez nos ingés, puis ça marche plutôt bien. La dernière chose, c'est qu'on peut aussi désactiver l'exécution de code automatique. Il y a plus de 70%, même je crois plus que 80% des paquets malveillants qui font de l'exécution de code à l'installation avec les scripts de post-install et pré-install. Donc il y a des paramètres qui permettent de bloquer ça. Dans PNPM, qui est un paquet, un gestionnaire de paquet qui est un peu plus poussé, un peu plus sécurisé, c'est désactivé par défaut. Ça peut casser des choses, mais ça peut aussi ne pas casser des choses. Donc à essayer, c'est facile à tester, mais ça peut casser des choses parce que c'est des fonctionnalités de l'écosystème qui sont entre guillemets légitimes aussi. Voilà, il y a ça aussi, donc la législation sur la cyber-résidence européenne qui date de 2024 et qui, je crois, devient contraignante dans les années prochaines, dit notamment qu'il faut que, quand vous vendez du software, il faut qu'on puisse vous demander un SBOM, donc un Software Bill of Materials, ce qui dit en gros qu'est-ce qu'il y a dans votre application, ce qui n'est pas forcément évident, mais il y a des projets en source ouverte comme Sift qui permet de faire ça. Donc la manière dont en général ça se fait, c'est à chaque release, vous allez le lancer et à côté de votre artefact de release, à côté de votre paquet NPM par exemple, vous allez mettre un JSON dans un format standard qui dit toutes les dépendances qu'il y a, dans quelle version, comment le build a été fait, etc. Donc c'est quelque chose à aller voir parce que quand il y a un incident et qu'on nous dit tel paquet en telle version est malveillant, bah, si on a 50 applications JavaScript et qu'on ne sait pas du tout quel paquet tourne où, dans quelle version, ça devient très compliqué. Voilà. Alors forcément, Eliade dans tout ça. Alors j'ai pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que clairement, ça rend la barre plus basse pour les attaquants. Donc faut pas croire que voilà, ça c'est moi qui demande à Claude Code, fais-moi un paquet NPM malveillant. Par défaut, il dit non, je ne peux pas faire ça, c'est mal. Mais il ne faut pas croire que c'est vraiment bloquant ou quoi. C'est très facile d'avoir un modèle qui est décensuré. Ça, par exemple, sur Hugging Face, Quen Free Obliterated. Si vous lui demandez de faire un ransomware, il va vous l'écrire. Donc, globalement, il ne faut pas croire que parce qu'il y a des petites entre guillemets, censures dans les outils genre Claude Code ou ChatGPT, c'est pas utilisable pour des cas offensifs. Voilà. Donc, ça rend clairement la chose plus facile pour des attaquants, en tout cas en termes de volume parce qu'on peut lui demander de faire 50, 100 paquets qui sont un peu similaires, mais pas trop. Et quand vous avez en face une asymétrie avec des gens qui doivent analyser ça potentiellement à la main, ça peut rendre la chose difficile. Voilà, c'est tout, merci. Il y a 3 liens, et globalement, le premier, c'est la référence avec tous les liens dont on a parlé. La deuxième, c'est une petite checklist. Si vous utilisez NPM, il y a, je crois, 17 points qui peuvent valoir le coup de configurer. Et le troisième, c'est une comparaison entre les 4 vers qu'on a vus, un peu plus en détail, avec des sources de l'industrie. Alors, c'est vibe codé, mais j'ai vérifié les données. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y avait quelques hallucinations. Donc en théorie, ça devrait être correct. J'ai vérifié en tout cas. Merci. Puis s'il y a des questions, je pense on peut en discuter.